Et oui, on va célébrer donc ces porteurs de projets européens avec ces trophées, ces 12 trophées que vous voyez là sur ma gauche, 12 trophées, ces étoiles de l'Europe, des trophées tout nouveaux dont je vais vous dire un mot. Ce sont tous ces porteurs de projets, ils se sont engagés dans leur mission. Vous avez compris qu'il y avait un côté un peu sacerdotal là, quand même dans ces missions-là. Ils ont piloté des projets européens de grande qualité qui ont donné du fruit sur le plan scientifique, sur le plan technologique, et puis pour un grand nombre d'entre eux, ils ont eu des vraies retombées économiques et puis sociétales. Et pour remettre donc ces 12 étoiles de l'Europe, j'appelle le PDG de l'ANR, qui est aussi le président du jury des étoiles de l'Europe, et puis le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère, messieurs Thierry Damerval et Bernard Larouturou. Merci, messieurs. Tenez, on va s'avancer un petit peu. Voilà, on est parfait. Excellent. Monsieur Larouturou, est-ce que je peux vous passer le micro et que vous nous parliez un petit peu du sens que vous donnez à ces trophées, ces étoiles de l'Europe? On s'en est déjà parlé, donc j'en reparle volontiers, mais je pense que ça va être un très bon moment que de plutôt voir les lauréats, leur donner la parole et avoir un peu le goût de leurs travaux et de leurs réalisations. Je crois que c'est très important de prendre de temps en temps des moments comme celui-ci, avec tout ce qu'il y a auparavant de travail pour préparer une cérémonie comme celle-ci, le travail du jury notamment. Et je saisis l'occasion pour remercier Thierry Damerval, qui était président du jury, mais à travers lui tous les membres du jury, que j'étais allé saluer lorsqu'ils s'étaient réunis il y a quelques semaines au ministère. Mais voilà, sur les sujets qui sont les nôtres, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les PME, les entreprises, tous ces acteurs, on sait qu'il y a des personnes très engagées dans leurs projets, très impliquées, qui y croient vraiment, et que de temps en temps on sache, et avec évidemment le fait qu'on célèbre et on honore qu'une partie de ceux qui ont mené ces travaux, mais qu'on en prenne le plaisir, qu'on en prenne le temps. Je crois que c'est quelque chose de très important. Merci, monsieur. Alors, peut-être que vous pouvez passer le micro à Thierry Damerval, donc PDG de l'Agence nationale de la recherche, et aussi, surtout, pour ce qui nous occupe ce soir, président du jury. Alors, comment s'est passée cette sélection? Merci. Alors, juste 5 secondes avec ma casquette de PDG de l'ANR dans la continuité de la table ronde précédente pour dire qu'il y a un engagement important de l'ANR pour soutenir la participation d'équipes françaises au projet européen par divers instruments. Je ne vais pas en dire plus, mais je vous invite, puisqu'il y a un auditoire qui s'intéresse à l'Europe, à nous contacter ou voir le site. Alors, maintenant, le jury. Jury d'une douzaine de personnes, très exactement, composé de représentants de la recherche publique, organismes, universités, écoles, et de la recherche privée, industrielle, pôle de compétitivité. Et je tiens vraiment à saluer et à remercier les membres du jury présent. Ils sont vraiment investis. Et je crois qu'ils ont pris plaisir, on a tous pris plaisir à cet exercice. Alors, on a eu à examiner 47 projets candidats, 47 très beaux projets, puisque c'était des projets qui, d'une part, avaient déjà été sélectionnés par l'Europe pour être financés dans le cadre du PCRD ou de l'H2020, des projets qui avaient été réalisés, qui étaient allés au terme, puisque l'éligibilité concerne des projets qui sont terminés entre juin 2017 et juin 2018, donc c'était tous des success stories. Et on avait un cahier des charges qui était donné par le ministère, une très grande liberté, mais une contrainte très nette, 12 projets. Pas un de plus, pas un de moins. Ah bah il y a 12 étoiles sur le... Voilà. Donc évidemment, on aurait aimé, et il y avait toute la matière pour en reconnaître plus, mais il a fallu faire un choix. Je dois dire que le jury a eu des discussions, mais a travaillé de manière très consensuelle. Et le choix qui est proposé ce soir est vraiment le résultat, je pense, porté par tous les membres du jury. Donc j'espère qu'on est arrivé à une belle constellation représentative des différentes disciplines de recherche fondamentale, de recherche appliquée, d'implication aussi bien d'acteurs industriels qu'acteurs académiques, avec des domaines d'application
très variées et aux enjeux importants. Alors ce trophée, c'est un nouveau trophée, c'est toujours les étoiles de l'Europe, mais il n'a plus la même forme du tout. Alors je vais vous le présenter. Merci beaucoup. Tu es venu avec moi? Voilà, alors j'ai une petite question quand même. C'est Alice, Alice, est-ce que c'est lourd cette structure-là? Non, c'est très léger. Ouais, ça fait 68 grammes, donc c'est vraiment rien du tout. Vous reconnaissez, les spécialistes vont appeler ça une structure lattice, c'est-à-dire une structure en réseau qui est faite en impression 3D. Donc c'est évidemment fait en impression 3D, c'est de la résine, et vous savez qu'avec l'impression 3D, on peut fabriquer des structures extrêmement complexes, imbriquées. C'est le cas ici, avec à l'intérieur une grande étoile et puis 11 plus petites. Voilà ce nouveau trophée Étoile de l'Europe qui, je crois, va probablement rester dans cette forme assez longtemps. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour ce moment de remise des trophées? Ça va aller. Très bien, très bien, très bien. Je pense qu'il y a 12 cœurs qui battent ici parce qu'il y a effectivement 3 mentions et puis il y a 2 prix spéciaux du jury qui vont également être remis, et les impétrants ne savent pas à l'heure actuelle qui a été sélectionné. Alors pour la mention sciences ouvertes, on va commencer tout de suite, j'appelle le docteur Nathalie Mingo, le docteur Xavier Houdin et le docteur Bertrand Le Gallic, s'il vous plaît. Bravo à tous les 3. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Nathalie Mingo. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de ce projet qui s'appelle donc ALMA? Il s'agissait de prédire les échanges de chaleur dans des matériaux de pointe. Oui, en fait, avec tous les développements des décennies récentes dans la nanotechnologie, on s'est trouvé avec un problème qui n'existait pas avant. L'échauffement, quand tout s'est réduit en taille, c'est compliqué à extraire la chaleur qui est produite par les dispositifs électroniques. On n'a pas de petits radiateurs au niveau nanométrique. Ça existe, mais par contre, le problème c'est que les gens ne savaient pas modéliser parce que les échelles sont tellement petites qu'il y a des phénomènes quantiques qui arrivent. Il n'y avait pas de logiciel capable de faire ça. La seule théorie qui existait, que les gens utilisaient couramment, c'était la théorie des Fourier. Et ça date déjà. Ça date, oui. Je crois, 19e. Alors on s'était dit, nous, on a maintenant des nouvelles théories, mais elles ne sont pas implémentées dans un programme, et il y avait encore simulation. Alors on a décidé de postuler là, proposer ça, mais en plus de ça, on a proposé de valider notre modèle avec des expériences dernière génération de mesures vraiment spécifiques dans des matériaux nanostructurés. On a fait ça et on a réussi à avoir un très bon accord avec tous les phénomènes quantiques qui se montraient naturellement quand on faisait les expériences et qu'on a pu prédire et expliquer. Et en plus, on a après utilisé notre logiciel pour améliorer des substrats pour l'électronique de puissance. Parfait. Bravo, bravo Nathalie Mingo. Je vous prends le... Thierry Damerval, je vous laisse faire... Ah oui, 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 attention. Nathalie Mingo, est-ce que je peux vous proposer de vous installer, voilà, de vous asseoir, et puis on va poursuivre avec Xavier Houdin. Ah ben voilà, Xavier Houdin, chercheur en économie à l'Institut de recherche pour le développement IRD. Je ne vous ai pas présenté Nathalie Mingo, vous êtes senior scientist au CEA Grenoble, et Xavier Houdin, vous allez nous parler de NoPour. NoPour. Avant tout, je voudrais dire que ce prix est un prix collectif pour nous parce que c'est toute une équipe qui a pu coordonner le projet. Plusieurs membres sont d'ailleurs présents dans la salle, de l'IRD et de Paris-Dauphine. Et le succès d'un projet, ça vient aussi de la capacité à faire travailler ensemble, dans ce cas présent, une vingtaine d'équipes dans le monde entier, plus d'une centaine de chercheurs sur 120 projets différents, autant d'étudiants, d'administrateurs, et
on ne peut pas réussir un projet européen si on n'a pas une équipe qui s'entend bien. Voilà. Alors, sur le projet lui-même, c'est difficile en 40 secondes de vous dire ce qu'on a pu Vous en avez 30. faire sur la pauvreté. On avait 120 projets, c'est-à-dire dans des pays différents, en Inde, au Vietnam, au Brésil, etc., en Afrique, et sur des domaines différents, sur l'éducation, sur l'immigration, sur les infrastructures. C'est d'identifier les mécanismes qui mènent à la pauvreté, c'est ça? Non, c'est plutôt... Qui l'entretiennent, qui l'empêchent de... Ça serait voir les choses de façon plus positive, plutôt voir les mécanismes qui permettent de sortir de la pauvreté. D'accord. Et on a d'ailleurs évalué aussi les grandes politiques publiques, notamment les politiques d'aide à la pauvreté qu'il y a au Brésil, au Mexique, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas un projet de médecine, et on n'a pas découvert un médicament qui pourrait faire disparaître brusquement la pauvreté. Cela dit, on a beaucoup travaillé avec les politiciens, non seulement européens, mais aussi dans les pays où nous étions, afin que nos recherches puissent servir à mettre en place des politiques, par exemple, promouvoir les petites entreprises informelles, ou bien améliorer l'information aux gens qui votent et qui ne sont pas au courant des programmes des candidats. Voilà. Donc, je ne peux pas malheureusement dire plus, mais... Il y avait 120 études, donc effectivement, on ne pourra pas... Mais vous pouvez aller sur notre site, et puis on a beaucoup de publications. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Houdin. Merci beaucoup Xavier Houdin. Et puis, voilà, le docteur Bertrand Le Gallic, enseignant-chercheur en économie à l'Université de Bretagne occidentale, pour nous parler de Success. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Success est un projet qui porte sur les questions de la durabilité du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Donc, un autre projet qui traite des aspects économiques, après le précédent, et qui s'intéresse en fait à l'ensemble des possibilités de maintenir ou de développer de nouvelles activités qui soient plus productives, plus efficaces, plus intéressantes aussi d'un point de vue environnemental. Dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Voilà, donc on a beaucoup travaillé également au niveau des consommateurs, par exemple, pour comprendre leurs connaissances, leur niveau de connaissances, et pour savoir comment on pouvait ensuite être amené à faire évoluer certains comportements de consommation. Bravo, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et j'ai dans la salle également quelques partenaires qui ont contribué très fortement à ces projets, ainsi que des membres du comité d'avis externe qui nous ont beaucoup accompagnés au cours de ces 3 années, qui ont été une grande expérience collective également. Bravo. Alors restez là parce qu'on va faire une petite photo de famille juste avec tous les 3. Venez. Laissez votre papier, vous n'en aurez pas besoin. Avec Monsieur Damerval et avec Monsieur Laroutureau. Monsieur Damerval, mettez-vous, voilà, vous allez encadrer, c'est parfait. Excellent. Parfait, bravo. Je vous invite à vous asseoir ici parce qu'on va faire une grande photo dans quelques instants avec l'ensemble des lauréats. On va poursuivre avec la mention innovation. Et pour la mention innovation, j'appelle le professeur Fayez Zanad, Paul de la Guérivière, le docteur Karine Oditch et Cyrielle Grange. Alors, professeur Fayez Zanad, je pense que c'est de vous qu'il s'agit. Vous êtes professeur de thérapeutique cardiologie. Vous travaillez à l'INSERM, à l'Université de Lorraine, au Centre d'investigation clinique Pierre Drouin. Et vous allez nous parler de FibroTargets. Oui, d'abord, je voudrais remercier au nom de toute l'équipe. Il y en a effectivement plusieurs membres qui sont ici. Et remercier effectivement parce que ce n'est pas souvent qu'un clinicien de CHU arrive à accéder à cette coordination parce qu'en même temps, il faut qu'on soigne des malades aussi. Parler vraiment l'espace de quelques secondes simplement d'une maladie qui s'appelle l'insuffisance cardiaque, parce que FibroTarget, c'est pour identifier des cibles thérapeutiques pour mieux traiter l'insuffisance cardiaque plus tard, dont la fibrose comme mécanisme de progression vers l'insuffisance cardiaque. Et cette maladie est très, très peu considérée malheureusement en France, alors que
Il n'y a que le cancer des poumons à petites cellules qui est plus grave chez l'homme et le cancer des ovaires qui est plus grave chez la femme. C'est plus grave que tous les autres cancers. C'est la première cause d'hospitalisation quand on a plus de 65 ans. Et pourtant, il y a des plans cancer, il y a des plans Alzheimer, il y a des plans... Mais il n'y a pas de plan surveillance cardiaque. Voilà. Vous êtes parvenu à effectivement identifier quelques cibles. Et nous avons identifié plusieurs cibles. Certaines d'entre elles sont en train d'être négociées avec des gros groupes d'industrie pharmaceutique, d'autres qui ont donné naissance à des start-up. Et donc, il y a des espoirs pour prévenir l'insuffisance cardiaque, parce que pendant les 20 dernières années, nous avons, et notre équipe a contribué justement au traitement de l'insuffisance cardiaque pour prolonger la survie. Mais là, on remonte en amont, dans la prévention. Toutes nos félicitations. Bravo, professeur. Sanad. Alors, poursuivons avec vous, Paul de la Guérivière. Vous êtes président directeur général d'Ideol, et votre projet, c'est FloGen, la première éolienne flottante. C'est un démonstrateur 2 mégawatts au large du Croisic, qui a été installé en septembre 2018, si je ne m'abuse. Septembre dernier, donc c'est tout récent, voilà, et qui alimente aujourd'hui 5000 habitants d'une cité de Loire-Atlantique. Bonjour, merci pour ce prix. Donc, Madame Burger, tout à l'heure, posait la question lors de la table ronde précédente. Quelles sont les réalisations concrètes des FP7 ? Ce projet d'éolienne flottante installé au large du Croisic est, je pense, une réponse à votre question. Je ne sais pas si on fait partie des 20 projets emblématiques que vous mentionnez, financés par le FP7, mais je l'espère. C'est un projet emblématique puisqu'il répond à des défis communautaires, défis énergétiques, défis climatiques. C'est un projet emblématique, c'est un projet de grande ampleur, mais qui a été coordonné par une PME, Ideol, que je représente, et qui a été donc coordonné avec un certain nombre d'autres partenaires européens, des universités, l'École centrale de Nantes, l'Université de Stuttgart, mais des grands groupes également, comme Bouygues Travaux Publics. C'est un projet également emblématique puisque l'Europe a bâti un leadership mondial sur l'éolien en mer, mais aujourd'hui les éoliennes en mer sont installées uniquement en mer du Nord. Avec l'éolien flottant, l'Europe a la possibilité d'étendre ce leadership un petit peu partout dans le monde, à l'exemple de ce que Ideol a fait, puisqu'on a obtenu des contrats au Japon. On est la seule technologie étrangère à avoir été retenue par le gouvernement au Japon. Donc on peut dire que ce financement européen, ce FP7, a été en fait la première brise qui nous a permis d'étendre la grand voile et de partir au large. Donc au-delà de ce financement, on a obtenu également des financements H20 sur des projets d'innovation. On a obtenu un financement instrument PME, on a été lauréat au mois de septembre. Donc on est à disposition, voilà, on est à disposition de tous pour témoigner que ces financements européens sont tout à fait accessibles. Voilà. Merci à vous. Merci, vous êtes bien en raccord, hein. Bravo, Paul de la Guérivière. Bravo. Installez-vous. Oui, on parlait d'une éolienne flottante parce que les éoliennes qu'on a en mer sont normalement accrochées un peu comme des plateformes, hein, des plateformes maritimes. Et celles-là, elles sont flottantes. Maintenant, on y vient. Karine Audic, voilà. Vous êtes coordinatrice du projet Hydrogéo, vous travaillez chez Airbus Defence and Space. Parlez-nous de Hydrogéo. Tout d'abord, merci. Merci pour cette reconnaissance et pour ce prix. Je suis venue aujourd'hui avec l'intégralité de l'équipe de ce projet Hydrogéo. Progéo, pardon. Voilà, c'est pas grave. Progéo, excusez-moi. Et en fait, c'est un projet qui regroupe 14 partenaires européens venus de 7 pays différents. Et comme l'équipe est là, je vais switcher en anglais si ça ne vous dérange pas, pour qu'ils puissent aussi entendre mon speech. So thank you to the team that came today to Paris for this recognition. And in fact, in this project, we have a vision. The vision to give access to space more easily. And this is a vision the complete project has, and had lived during the 3 years of development of a hybrid propulsion engine in order to develop not only new technology, breakthrough technology technically, but also economically interesting for Europe. And the added value of this project was the mixture of industrial and research people. And the collaboration has been very well done along the 3 years. Then the breakthrough, in fact, is
to have a propulsion that will be constant. For satellites. For satellite application is mostly satellite, in fact, it's true. But also to respect the environmental, friendly environmental development. We have the objective to make a chapter 2 of this engine, and in order to make a demonstration in orbit within the 3 coming years. Wonderful. So again, thank you to the team, and well done for this great job we did together. And the European Commission is also here today with us in order to recognize this fabulous adventure, which was in fact a human adventure first. Bravo, bravo. Alors, tenez, on va faire une petite photo. Regardez, le photographe est là. Voilà, bravo, bravo. Et puis, Cyrielle Grange, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tenez, on va venir un petit peu au centre, voilà. Manager de projet chez ST Microelectronics, et vous allez nous parler de POLIS. Oui, alors POLIS, c'est l'acronyme pour Pilot Optical Line for Imaging and Sensing. Donc je ne sais pas s'il y a un espagnol dans la salle pour assurer la traduction. Et donc l'objectif de ce projet, c'était de développer des technologies qui permettaient ensuite de mettre ces technologies sur le marché pour permettre aux industriels de réaliser des capteurs dans une très large gamme de longueurs d'onde. Donc ça va de l'infrarouge thermique jusqu'au rayon gamma. Et c'est un très très gros projet. On était 21 partenaires pendant 4 ans et demi sur ce projet. Ils venaient de 7 pays différents. Et parmi ces partenaires, ça me permet de rebondir un petit peu aussi sur ce qui s'est dit dans la table ronde précédente. Donc il y avait 8 partenaires français, dont 4 PME. Donc ça peut être aussi un moyen pour les PME de recevoir ces financements, c'est en fait d'intégrer des projets qui sont menés et l'idée par des grands groupes. Voilà. Et puis je voulais aussi remercier les autres partenaires de POLIS qui sont venus ici. Donc il y en a un petit peu partout, donc des gens de grands groupes et des gens de PME aussi. Donc salut, je ne sais pas s'ils pourront venir sur la scène pour faire une petite photo après. C'est pas prévu. Il y en a un peu partout. C'est pas prévu, mais bon, on peut tout imaginer. Je vous reprends le micro. La dernière mention avant les prix spéciaux du jury. Ah mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Ah mais si, c'est bien ça, c'est la mention renouvellement. La mention renouvellement avec le docteur André Gourdon, le docteur Séverine Gomez, représenté par Sylvie Rowe, et le docteur Hervé Raoul. Let's Henri Gourdon, je vous remets ce micro. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. C'est vous qui avez posé une question embarrassante. Pas du tout embarrassante, on a pu y répondre. Au Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales. Et vous allez nous parler de PAMS, pardon. Il s'agissait de fabriquer des dispositifs électroniques à l'échelle nanométrique. À l'atome près. À l'atome près. Et c'était des dispositifs utilisant des molécules comme unité de calcul, donc des molécules uniques. Voilà, donc il y avait, c'était très multidisciplinaire. Il y avait des chimistes théoriciens qui concevaient et calculaient les portes logiques qu'on voulait fabriquer. Il y avait des chimistes qui fabriquaient et qui synthétisaient les molécules. On les mettait sous ultravide sur des surfaces extrêmement propres, à basse température. Ensuite, il y avait une grosse partie de physique avec des gens des nanosciences, disons du champ proche, qui utilisaient des STM, des microscopes à effet tunnel et à force atomique, pour manipuler les atomes un par un, casser des liaisons, faire des réactions, faire de la spectroscopie, enfin toute la technologie à l'atome près. Et ensuite, on avait un groupe de théoriciens qui simulaient nos expériences, étaient capables d'interpréter les résultats qu'on avait et d'analyser les structures électroniques, etc. D'accord. Et alors, imaginez-vous dans 20 ans, cette technologie, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va alors là, pour quel objet, dans quel objet c'est un projet fait, va cristalliser très haut risque, très amont. Ouais. Après, il faut paralléliser tout ça, donc c'est beaucoup plus compliqué, ça devient plus de la techno. Ce que je peux dire, c'est que les Américains étaient très en retard il y a quelques années. Ils ont lancé un projet qui s'appelle A2P, Atom to Product.
qui va monter en puissance et qui est justement cette technologie où on prend un atome, quelques atomes, et on conçoit un dispositif à partir de quelques atomes, quelques dizaines d'atomes. Et une start-up, au moins une start-up qui a été créée. Mais là, c'est plutôt les gens qui parce qu'on est obligé de développer de nouvelles théories, d'étendre les logiciels, et il y a des start-up qui sont plutôt en logiciel, c'est beaucoup plus simple parce que les logiciels sont prêts. D'accord. Ah oui, il y a des logiciels qui ont été développés à cette occasion et des startups qui les développent et les commercialisent. Voilà. Parfait. Bravo à vous. Ah ben alors, oui. Bravo à vous. On poursuit avec vous. Vous n'êtes pas... Tenez, venez avec moi. Vous n'êtes pas le docteur Séverine Gomez, mais vous êtes Sylvie Roux. Je vous donne le micro quand même, si ça ne vous embête pas. On va entendre Séverine Gomez. Elle est chargée de recherche au CNRS, au Centre d'énergétique et de thermique de Lyon, et son projet s'appelle Quanti-Heat. Il s'agissait de comprendre et maîtriser les transferts thermiques dans les nanomatériaux. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on a entendu tout à l'heure, et ça a permis de concevoir des outils de mesure thermique utilisables à l'échelle nanométrique. Elle nous a envoyé un petit message. Elle est en Laponie, ce qui explique effectivement ça a été compliqué pour elle d'être parmi nous. Bonsoir à toutes et tous. Je suis actuellement à Lévis, en Laponie, à une conférence internationale sur les transferts thermiques au micro et nano-échelle, ce qui explique mon absence. Veuillez m'en excuser. Alors, je tiens à vous dire ce soir que je suis très honorée et ravie de recevoir cette étoile qui est pour moi un bel encouragement et une belle reconnaissance de tous les travaux que j'ai accomplis ces dernières années. Alors, je n'étais pas seule. Je dédie d'ailleurs ce trophée aux 21 partenaires qui ont œuvré pour le développement de métrologie, de paramètres thermiques au micro et nano-échelle, des paramètres qui sont très très importants pour les développements des produits du futur. Je dédie également ce trophée à tous les administratifs, dont les membres du bureau de coordination de la délégation DR7 à Lyon, et une pensée particulière à Sylvie Roux qui est présente parmi vous ce soir et qui était notre manager de projet. Elle a fait un magnifique travail, un travail exceptionnel. Je dédie également ce trophée à ma petite fille en particulier, qui a été très patiente. Et pour finir, je remercierai bien sûr la Commission européenne qui nous a fait confiance et qui nous a soutenus durant toute la durée du projet, et les membres du jury qui ont sélectionné ce projet pour une des étoiles de l'Europe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée. Au revoir et merci. Attendez, je vais prendre le micro du coup. Parfait. Merci infiniment Sylvie Roux. Et donc félicitations à vous aussi parce que vous avez managé ce projet. Hervé Raoul, merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations, surtout, directeur de recherche à l'INSERM. Vous êtes le directeur du laboratoire P4 INSERM Jean Mérieux. Laboratoire P4, c'est ces laboratoires où on n'entre pas si on n'est pas habillé comme un cosmonaute, parce que voilà, il y a des virus, il y a des bactéries, etc. Et il faut prendre évidemment de très grandes précautions. Et vous avez piloté ce projet qui s'appelle Réaction. Est-ce que vous nous en dire un mot, parce que c'est une histoire assez impressionnante? Oui, c'est une histoire assez exceptionnelle, et je suis très content évidemment d'être là. 2 jours après la remise du Ballon d'Or de football, quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Félicitations pour ça aussi. Non, je vous en prie. Non, c'est vraiment d'abord vous récompenser une aventure humaine, parce que c'est un projet qui a été mis en place dans un contexte d'urgence, avec une épidémie qui dérapait très sérieusement en Afrique de l'Ouest, l'épidémie à Ebola, ouais. Voilà, et qui a permis d'abord évidemment de réunir un certain nombre de spécialistes qui allaient des cliniciens jusqu'aux chercheurs fondamentaux, en passant par des biostatisticiens et des gens des sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, qui n'est pas si fréquent dans notre domaine. Et surtout, quelque chose que je veux dire, c'est que ça récompense aussi le travail de gens qui sont souvent dans l'ombre,
dont on parle rarement, surtout dans un laboratoire comme vous l'avez évoqué, où dès qu'on fait quelque chose pour une personne qui travaille, il faut qu'il y en ait 5 qui soient présentes. Oui, en fait, vous avez eu tout un personnel scientifique et technique qui a travaillé à la fois en 3-8 par moment et également tous les week-ends. Voilà. L'idée, c'est en 2014, on a l'épidémie d'Ebola, on a une substance active qui s'appelle le favipiravir, voilà, c'est ça. Et on s'est dit, on va le tester rapidement in situ, in vivo. Absolument. Alors, on travaille sur des maladies, nous, il faut le savoir, où en fait on sait qu'il... Mais attendez, parce que vous avez un financement européen, il faut du temps pour avoir un financement européen. Le financement, vous l'aviez avant ou il s'est débloqué rapidement? Non, il y a une anticipation au niveau national d'abord, puisque c'est une action qui a été pilotée au départ, initiée par l'INSERM, qui a utilisé l'Institut thématique des maladies infectieuses d'Avisan, donc de l'Alliance pour les sciences de la vie, qui a su anticiper, monter un consortium d'abord national, structurer un premier projet, identifier cette molécule dont vous avez parlé, et ensuite la dimension européenne a été donnée au travers d'un projet, d'une infrastructure européenne qui a été financée par la Commission aussi, qui réunit les spécialistes des agents de classe 4 en Europe. D'accord. Et alors finalement, le favipiravir n'est pas... Il fallait le faire, il fallait le tester, mais finalement, ce n'était pas si prometteur que ça, j'ai bien compris? Alors, c'est une molécule pour laquelle on avait des données, d'une part pour traiter les grippes sévères, donc avec Ebola, on est quand même loin des grippes sévères, même si c'est une maladie aiguë qui tue beaucoup. Et on avait un certain nombre de données chez l'animal. Vu l'urgence, le résultat, alors? Le résultat, c'est qu'en fait, on a une molécule qui est prometteuse, qui n'a pas fonctionné parce qu'on a pu la tester son efficacité sur le terrain que pendant l'épidémie, même si elle a été longue, elle est courte pour mettre en place un essai clinique. Ensuite, on a continué à travailler en laboratoire sur les essais précliniques, et là, on a pu mettre en évidence qu'on avait quand même un candidat à certaines doses et à certains régimes d'administration et voies d'administration qui est très prometteur, très probablement à l'avenir, d'ailleurs associé à d'autres types de molécules. Bravo, à vous. Alors, est-ce que vous avez eu votre photo, monsieur? Non? Alors, on va prendre la photo tout de même. C'est parfait, bravo à vous. Alors, il y a 2 chercheurs qui n'ont pas été appelés. Ce n'est pas une erreur de notre part, c'est qu'ils ont obtenu un prix spécial. Et le premier prix spécial va au docteur Ruxandra Greff. Ruxandra Greff, vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay, et votre projet que vous avez piloté s'appelle Cyclone Hit. De quoi est-ce qu'il s'agissait exactement? Merci beaucoup. D'abord, je suis vraiment très honorée et touchée par cette distinction. Donc, pour vous parler du projet Cyclonite, donc cyclone, c'est comme cyclodextrine. Ce sont des molécules cage, et N comme network, donc réseau, et hit, ça veut dire aussi atteindre une cible. Oui. Voilà. Vous allez réduire les quantités d'antibiotiques grâce à ça, c'était ça l'idée, pour limiter le développement de résistance bactérienne et en plus en améliorant l'efficacité des traitements antibiotiques. Tout à fait, c'est un projet interdisciplinaire qui a réuni 19 équipes, Europe et États-Unis aussi. Donc c'est une approche qui va de la synthèse de nouvelles molécules, de particules de type cage. C'est-à-dire que l'antibiotique, on le met dans une cage moléculaire. On le met dans une cage pour le protéger. Aussi pour, disons, élaborer des particules qui vont être capables de co-encapsuler un mélange de molécules actives à effet synergique. Donc l'idée, c'était d'apporter donc au niveau du tissu de la cellule infectée, donc ces un molécules mélange. cages permettent d'emmener la molécule d'antibiotique directement dans la cellule infectée. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, ça c'était une des réalisations, notamment dans le cas de la tuberculose, qui a donné des très bons résultats qui ont été démontrés par les chercheurs de l'Institut Pasteur. Très bons résultats sur la tuberculose. Sur la tuberculose souris-infectée. Alors vous imaginez que dans 10 ans, on pourrait avoir des antibiotiques comme ça dans des molécules cages Oui, on envisage tout à fait. On a découvert tout au long du projet des propriétés fascinantes de ces molécules cages qui vont bien au-delà du simple transport, mais jouent un rôle
peuvent jouer un rôle pour protéger même l'organisme. Bravo, Roxane Agrève. Merci beaucoup. Je prends le micro. Bravo à vous. Et puis, la dernière personne à recevoir un prix spécial du jury, maintenant il sait que c'est lui, c'est Dr Thierry de Bichert. Alors Thierry de Bichert, vous êtes ingénieur de recherche à Thales et votre projet s'appelle Diadems. Pas facile à expliquer Diadems comme aussi. L'acronyme, vous voulez dire? Non, pas l'acronyme, je veux dire le principe. Exploiter les propriétés physiques uniques des centres colorés NV dans des diamants monocristallins ultra purs. Bon, on est obligé d'avoir des termes un peu techniques. On y va. Donc en fait, le principe, c'est de faire des capteurs magnétiques, par exemple, où on va prendre un cristal de diamant. On sait faire maintenant des cristaux de diamant de très très grande qualité, monocristallins, sans impuretés, et on va implanter des impuretés, mais de manière absolument contrôlée, à l'échelle atomique. C'est-à-dire qu'on va remplacer un atome de carbone du diamant par un atome d'azote. Et avec ça, on va faire un capteur qui va permettre de mesurer notamment le champ magnétique avec des sensibilités et des précisions spatiales telles que ça va ouvrir le champ à de toutes nouvelles applications. On est capable maintenant, on commence à savoir faire de la RMN, de la résonance magnétique nucléaire, à l'échelle de la molécule unique. C'est-à-dire qu'on a un diamant, le capteur est juste en dessous, on met la molécule dessus et on voit la structure de la molécule, parce qu'en fait, la distance entre la molécule et le capteur, c'est quelques nanomètres. On sait faire aussi maintenant des pointes en diamant avec un seul azote, un seul défaut, qu'on peut déplacer au-dessus d'un système magnétique et reconstituer, par exemple, les domaines magnétiques d'un disque d'enregistrement. On fait des capteurs temps réel aussi de radiofréquence avec ces capteurs-là. Enfin, ça ouvre le champ à une multitude d'applications. Oui. Parce qu'on maîtrise la matière vraiment à l'échelle de l'atome unique. Et on exploite toutes les propriétés quantiques de ces capteurs. Ça ouvre la voie à des innovations dans tous les domaines où les champs magnétiques jouent un rôle. Voilà, et il y en a beaucoup. Je sais bien. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Prends le micro. Félicitations à tous les 12 et j'ai envie de vous inviter à venir me rejoindre ici pour une grande photo de famille. Voilà, avec vos étoiles de l'ordre. Ils ne sont pas lourds, hein. Ils sont pas lourds, hein. Tenez, on va se mettre ici, n'est-ce pas? Monsieur le photographe, ça va, c'est bien? Alors, je vous demande de vous avancer jusqu'à moi, de prendre ma place. Voilà, exactement. Suivez Paul de la Guérivière qui vous... voilà, et vous êtes encadré par messieurs d'Amerval et la Routurou, c'est parfait, mais simplement, il faut qu'on se serre un peu, là, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le photographe? Ah non, c'est parfait. Alors, monsieur d'Amerval, allez-y. Voilà, monsieur la Routurou aussi, c'est parfait. Et je crois que pour qu'ils aient un beau sourire, on a besoin de toute votre chaleur humaine et vos applaudissements. Bravo! Bravo à tous les 12. Regardez le photographe. Oui! Je crois que vous pouvez brandir votre... Oui, bravo. Bravo à tous les 12. Merci infiniment. C'est toujours un énorme plaisir que d'entendre des scientifiques parler avec passion de ce qu'ils font et on en apprend toujours énormément. Donc c'est merveilleux. Merci infiniment à tous les 12. Je vous invite à reprendre place. Monsieur Larouturou, je vous garde pour un mot de conclusion. À moins que vous n'alliez au... Je vous en prie, allez au pupitre. Je vous en prie. Il se trouve que j'ai Louis Fine, donc j'ai entendu celui qui disait « mais non, encore lui ». Et merci à tous ceux qui ne l'ont pas dit. C'est un peu incongru. J'ai eu le plaisir de vous dire quelques mots en ouverture. J'étais à une table ronde. Bref, je suis confus.
Mais je me dois de prendre la parole d'abord, ne serait-ce que pour vous dire les excuses de Mme Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation, qui avait le projet d'être avec nous, de remettre les prix aux 12 lauréats. D'une certaine façon, ça m'a donné le plaisir de la remplacer pour honorer les 12 lauréats. Et ça me conduit bien sûr en son nom à dire quelques mots en clôture de ce bel après-midi. Et d'abord, de nouveau, d'ajouter un mot pour les 12 lauréats. Je ne vais pas faire très long par rapport à tout ce qui a été dit, mais d'une certaine façon, je vais le dire au nom de la ministre, au nom du gouvernement. Donc le gouvernement est fier de vous, ou l'État est fier de vous, je pourrais dire. Je voulais dire aussi combien j'ai été sensible à ce que vous avez dit. En quelques mots, expliquer vos projets, ça n'est pas toujours simple. Et puis ce que vous avez dit aussi de la belle aventure collective, de ce que ça représente, des remerciements que vous avez adressés à vos équipes, et dans vos équipes à tous ceux dans plein de pays, et à tous ceux, quelle que soit leur contribution, quelles que soient leurs tâches, y compris les techniciens, les administratifs, les ingénieurs, qui soient dans le monde du public ou du privé. Je crois que c'était très important que vous ayez ces mots de remerciement qui associent toute votre équipe dans cette aventure. Donc, grand merci, et c'était un plaisir, encore une fois, au nom de la ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement, de passer ce moment avec vous. Je ne vais pas être très long sinon, puisqu'on a eu l'occasion sur plusieurs aspects, à travers les 3 tables rondes, de parler des beaux enjeux qui sont devant nous. Je ne vais pas vous redire que je compte sur vous tous pour le plan d'amélioration de la participation française. Vous vous rappelez, le PAPF. La ministre, si elle avait été là, aurait dit un mot de quelques-uns des enjeux d'Horizon Europe. Le fait, et on sait tous que ce n'est pas gagné et que c'est important dans notre Europe qui va pas toujours bien, dans nos démocraties qui ne vont pas toujours bien. L'ambition que disait tout à l'heure Jean-Éric Paquet, d'avoir qu'une partie de nos recherches, notamment à travers ces missions, qu'une partie de nos recherches parle davantage aux citoyens. Ça, c'est un grand objectif, un grand horizon. Qu'une partie de nos recherches nourrissent les politiques publiques, nourrissent l'action publique dans des domaines comme la santé, l'environnement, la transition climatique, etc. C'est un des nouveaux éléments ambitieux d'Horizon Europe. Pour dire un autre mot d'une nouvelle composante dans Horizon Europe, et à laquelle la France et l'Allemagne, je me tourne vers Susanne Burger, la France et l'Allemagne tiennent beaucoup, c'est le Conseil de l'innovation, et avec ce que ça représente aussi comme défi pour nos équipes, publiques et privées, d'être présents à ce Conseil de l'innovation européen, y compris sur des sujets d'innovation de rupture. Mais j'ai dit que je ne serais pas long, donc je vais conclure de nouveau en vous disant à tous mes remerciements, qu'on puisse, je pense que vous avez été nombreux à être là, la salle n'a jamais désempli, à être là depuis le début de l'après-midi, qu'on ait des partenaires d'autres pays qui soient venus à cette belle occasion des Étoiles de l'Europe pour avec nous prendre du temps pour partager ces réflexions, pour se mobiliser, pour montrer notre attachement commun à ces projets. C'est quelque chose de très important. Donc, au nom de la ministre, je vous remercie tous très vivement. Merci. Avant de nous quitter, un cocktail vous est proposé. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup.